Bien. L'orateur suivant, c'est aussi un plaisir de l'introduire, c'est aussi une personnalité éminente, le professeur Pascal Ferré, qui était directeur de recherche au CNRS et maintenant professeur de biologie moléculaire à la faculté de médecine de l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Il dirige le centre de recherche des Cordeliers, unité de l'Institut national de la recherche de l'INSERM, qui rassemble 400 personnes travaillant sur la physiologie des grandes fonctions et leurs pathologies. Il étudie la régulation intégrée du métabolisme énergétique. Il a montré par exemple que chez les mammifères, le glucose n'est pas seulement un substrat énergétique, mais aussi un signal qui induit l'expression de gènes spécifiques dans le foie et tissu adipeux. Avec ses collaborateurs, il a identifié le mécanisme moléculaire impliquant un facteur de transcription SREBP1C par lequel l'insuline induit l'expression de gènes liés au métabolisme glucido-lipidique et en particulier dans le foie. Il a obtenu des médailles de bronze et d'argent du CNRS, des prix en nutrition, le prix Nestlé, la chaire Danone, et dans le domaine du diabète, le prix Boucharda, le prix Roger Hassan. Son travail est colligé dans plus de 290 publications originales. C'est donc une personnalité d'un immense talent que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui et je lui donne la parole. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, c'est bien sûr pour moi un très grand honneur d'être reçu dans votre compagnie et je remercie les membres qui m'ont fait cet honneur. Puis c'est également un très grand plaisir parce que je retrouve au sein de cette compagnie nombre de collègues que j'ai fréquentés tout au long de ma carrière, puisque je dois dire que je viens assez fréquemment en Belgique. J'ai même été dans les commissions du FNRS, donc je connais bien le système belge. Donc je vais vous faire un exposé qui n'aura pas la grandeur philosophique de l'exposé de M. Morange. D'ailleurs, M. Morange a été le professeur de ma femme. Donc vous voyez qu'il y a une forme de continuité. Donc je n'aurai pas la prétention d'être aussi, d'avoir une dimension aussi grande, mais je vais vous parler de quelque chose de très français, qui est la stéatose hépatique, et vous allez voir que c'est non seulement un aspect de physiologie, mais également un aspect de physiopathologie. Alors, le laser, ici. Donc, je travaille au centre de recherche des Cordeliers. Si vous avez l'occasion de venir à Paris, c'est un centre absolument magnifique, puisqu'il a été fondé au XIIe siècle par des moines, d'où le nom des Cordeliers, et c'est encore aujourd'hui une structure de cloître, comme vous pouvez le voir. C'est pas très facile pour en faire des beaux laboratoires, mais c'est quand même un endroit qui est tout à fait intéressant. Alors, j'étais il y a encore un mois à l'université Pierre et Marie Curie, qui vient d'être transformée par fusion sous le nom de Sorbonne Université. Donc voici ma nouvelle université après 40 ans à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, comme vous le savez, la disponibilité en énergie conditionne la survie et la reproduction des organismes, que ce soit chez les bactéries, chez des prokaryotes ou chez des eucaryotes supérieurs. On ne peut survivre que si on s'adapte de façon continue, on adapte notre métabolisme énergétique à l'environnement nutritionnel. Alors, comment peut-on adapter ce métabolisme? D'abord, un petit rappel, vous savez qu'on a des grands substrats énergétiques qui nous permettent de générer l'ATP avec lequel on fait toutes le fonctionnement de toutes nos cellules, et le premier de ces substrats, c'est le glucose. Le glucose, il est utilisable par tous les tissus, et en particulier par notre cerveau, et aujourd'hui, votre cerveau va en utiliser à peu près 120 grammes, ce qui représente à peu près 25 morceaux de sucre, ce qui n'est pas rien. Et l'intérêt du glucose, encore une fois, c'est que absolument toutes nos cellules sont capables de l'utiliser. Et ce n'est pas le cas de l'autre grand type de substrat, qu'on appelle les acides gras, le gras, car les acides gras, pour être utilisés, doivent, dans les cellules, trouver de l'oxygène, puisqu'ils doivent être oxydés, de l'oxygène, des mitochondries, et donc un apport sanguin suffisant, et seul un certain nombre de tissus peuvent les oxyder. C'est le cas de nos muscles oxydatifs, du foie, mais ce n'est pas le cas du cerveau. Non pas que le cerveau
n'ait pas un pouvoir oxydatif important, il en a, mais les acides gras ne franchissent pas la barrière hémato-encéphalique et donc le cerveau est très dépendant du glucose. Donc nous avons comme ça un certain nombre de cellules, nos cellules sanguines, nos cellules de la rétine, le cerveau, la médula rénale, qui sont très dépendants du glucose, ce qui va impliquer un problème central en termes de métabolisme énergétique, c'est que nous devons maintenir un apport continu de glucose à ces tissus pour notre survie. Alors les diabétiques de type 1 qui se piquent à l'insuline le savent bien, s'ils forcent un petit peu la dose, ils sont en hypoglycémie et ceci peut déclencher des problèmes très graves de coma, puisque nos neurones en particulier ne seront plus alimentés par le glucose. Alors quelles sont les stratégies que nous utilisons pour faire face à ce besoin continu? Vous avez peut-être pris un croissant tout à l'heure. Je sais que dans les petits déjeuners belges, il y a des noms extrêmement exotiques concernant les croissants, mais voilà. Mais vous êtes à distance du repas, probablement le glucose n'arrive plus par votre intestin, et donc il va falloir que malgré tout vous mainteniez une glycémie à un niveau normal. Alors, les stratégies qui ont été développées pour ceci sont les suivantes. On va d'abord stocker le glucose sous la forme de glycogène, en particulier dans le foie et dans les muscles. Le glycogène, c'est un polymère de glucose. On ne peut pas stocker des millions de molécules de glucose parce que sinon, on aurait des problèmes osmotiques au niveau de la cellule. Donc on en fait un polymère ramifié qu'on appelle le glycogène. On le retrouve chez les plantes, c'est l'amidon. Et ceci permet de diminuer considérablement la pression osmotique tout en ayant beaucoup de réserves de glucose. Et puis, si on absorbe vraiment beaucoup de glucose, eh bien, on va transformer une partie de ce glucose en lipides au niveau de notre foie, qui vont servir ensuite, vous allez voir, dans quelle situation. Donc, en période d'apport élevé, on stocke, et puis on transforme en lipides qui vont rejoindre le tissu adipeux. Et puis, en période de besoin, si vous êtes là à distance de votre petit déjeuner, on va commencer à mobiliser ce glucose, et là, il n'y a qu'un organe qui vraiment fait le travail, c'est le foie. Il est gentil, il va redistribuer ses réserves de glucose à l'ensemble des tissus de l'organisme. Mais des réserves de glycogène, on en a à peu près pour une douzaine d'heures, et après on est obligé de fabriquer notre propre glucose, et on le fabrique à partir en particulier des protéines, des acides aminés, des protéines musculaires. Ce qui explique que quand on jeûne, on perd à la fois du gras, mais on perd aussi de la masse maigre. Et puis, autre stratégie, on va épargner le glucose en mobilisant des substrats de remplacement, et en particulier les acides gras contenus dans les triglycérides de notre tissu adipeux. Et ces acides gras vont, en étant oxydés dans les tissus oxydatifs, vont donc permettre d'épargner du glucose, et donc d'épargner nos protéines pour pouvoir survivre plus longtemps. Vous savez qu'on peut jeûner à peu près, à condition de boire, on peut jeûner entre 60 et 70 jours. Et ceci est grâce au fait qu'on a un tissu adipeux qui permet d'épargner le glucose, et donc nos protéines. Donc, en période d'apport élevé, le glucose qui arrive par l'intestin, il va d'abord servir à faire reconstituer nos réserves de glycogène, à la fois dans le foie, mais également dans les muscles. Mais dans les muscles, le glycogène, les muscles ne sont pas très gentils, ils gardent le glycogène pour leurs propres besoins énergétiques, tandis que le foie va le redistribuer. Et puis, si vraiment vous avez absorbé beaucoup de glucose, eh bien, ce glucose sera transformé en triglycérides par le foie, qui seront exportés sous la forme de lipoprotéines, qu'on appelle les VLDL, et ensuite ces triglycérides seront captés par le tissu adipeux afin de servir de réserve. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est finalement comment on transforme le glucose en acide gras. Et c'est ce qu'on appelle la voie de la lipogénèse. La lipogénèse est une vieille histoire, et je vais vous en raconter un épisode, si vous le permettez. Nous sommes 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est le mois de Farmouti, dans le calendrier nilotique, c'est à peu près entre le 15 février et le 15 mars, et nous avons un pêcheur, il est sur le Nil, et il observe sur la rive des oies. Les oies vont repartir vers le nord, elles avaient migré pour passer l'hiver européen en Égypte, et elles vont repartir. Mais avant de repartir, elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc elles sont en train de pâturer, et elles mangent surtout des figues qui sont tombées
et elles vont se gaver de fibres. Et le pêcheur se dit, mais une oie améliorerait bien mon ordinaire. Il la capture, et en la préparant, il se rend compte que le foie de l'oie est un foie qui a une couleur, un volume complètement différent de ce qu'il a observé précédemment. Ce foie, c'est un foie gras, c'est ce qu'on appelle une stéatose hépatique physiologique. Et ceci est lié au fait que l'animal a absorbé beaucoup de glucides, les fibres contenues dans les figues par exemple, qu'il a transformé en gras. Alors, il faut savoir que le mot foie en lui-même vient du bas latin ficatum, qui veut dire oie engraissée aux figues. Et ce pêcheur va donc prendre le foie, il va le mettre à cuire, et là il se rend compte qu'il y a beaucoup de gras qui sort du foie, et il va goûter ce qu'il en reste, et il va le trouver magnifique. Et pourquoi il le trouve magnifique? Parce qu'il y a des lipides, on sait que le goût des lipides, on aime bien ça, mais aussi il y a du glycogène qui à la cuisson peut se transformer en sucre, et donc on a à la fois quelque chose de sucré et quelque chose de gras, et là c'est le bonheur absolu. Et donc il va se dire, mais finalement, est-ce que je ne peux pas reproduire ceci? Eh bien oui, il va le reproduire. Vous voyez ici un bas-relief de la nécropole de Saqqara, 2500 ans avant Jésus-Christ, et si vous voyez bien, eh bien, on voit les Égyptiens gavant les oies avec des fibres. Donc, la lipogénèse hépatique, c'est ce qui permet aux Français de faire le foie gras. Eh bien, cette lipogénèse, parce qu'on la trouve chez les oiseaux, mais on la trouve aussi chez l'homme, on a la même voie métabolique dans le foie. C'est une voie métabolique qui est contrôlée par l'environnement nutritionnel. Et donc, si vous mangez des frites, des pralines, ou vous buvez du Coca-Cola, alors là, j'ai trouvé un Coca-Cola avec Eden Hazard, le footballeur. Eh bien, vous allez absorber un excès de glucose, et cet excès de glucose va être transformé en triglycérides qui, normalement, sont exportés. Évidemment, si vous mangez ce régime très souvent, les capacités d'export vont être débordées et vous allez commencer à stocker du gras dans votre foie. Alors je vous ai mis ici un bref résumé biochimique de cette voie métabolique. Je voudrais simplement, donc on prend du glucose et on va le transformer en acide gras. Il y a un certain nombre d'étapes et je voudrais juste que vous vous rappeliez le nom de la glucokinase. C'est la première enzyme qui transforme le glucose en glucose 6-phosphate. Et puis ensuite, on voit là ici deux enzymes spécifiques de la lipogénèse, l'acétyl-CoA carboxylase et la fatty acid synthase ou la synthase des acides gras. Donc ici, j'ai représenté le fait que, je vous ai dit, la lipogénèse, elle dépend de l'environnement nutritionnel. Eh bien, vous voyez ici, par exemple, chez une petite souris, à jeun, lorsque vous êtes à distance du repas, vous n'allez pas faire de la lipogénèse. Déjà, vous n'avez pas beaucoup de glucose, vous n'allez pas le transformer en lipides, vous allez le réserver pour les organes qui en ont besoin. Eh bien, à jeun, le gène de la glucokinase ne s'exprime pas, il n'y a pas d'ARN messager. Alors même on fait de la PCR, mais je trouve que les Northern Blot sont tellement plus jolis à voir et plus représentatifs. Donc, pas d'ARN messager de la glucokinase, le gène en fait n'est pas transcrit. Même chose pour la synthase des acides gras. Alors qu'un gène qu'on appelle la phosphoénol pyruvate carboxykinase, qui est un gène de la gluconéogénèse, donc la voie qui permet de fabriquer du glucose, vous êtes à distance du repas, il faut en fabriquer, sinon vous êtes mort, eh bien, est très exprimé au cours du jeu. Et puis si vous renourrissez l'animal avec un régime riche en glucides, eh bien, on voit l'expression du gène de la glucokinase, l'expression du gène de la synthase des acides gras, alors que la PEPCK, le gène de la PEPCK, est totalement éteint. Donc vous voyez comment, à chaque fois que l'on mange, on va modifier l'expression de nos gènes. Alors la question, c'est quels peuvent être les inducteurs des gènes de la lipogénèse? Qu'est-ce qui fait que ces gènes vont s'exprimer? Alors on pense tout de suite au fait que lorsque l'on mange, eh bien, la glycémie s'élève, évidemment, puisque vous vous rappelez que le glucose, c'est le substrat de la lipogénèse. Donc on voit qu'en fonction du type de sucre, enfin, je ne vais pas vous les décrire en détail, donc on a une augmentation de la glycémie, et puis on a une augmentation très importante de l'insulinémie qui va permettre de faire utiliser ce glucose au niveau du foie et au niveau des muscles. C'est d'autant plus important pour le foie que le foie est en prise directe, si je puis dire, avec le sang qui arrive de l'intestin, donc avec le glucose que vous absorbez, de même qu'avec les sécrétions pancréatiques et donc avec l'insuline. Donc le foie, au moment du repas, il voit beaucoup de glucose
et beaucoup d'insuline. C'est le premier organe à voir l'hormone et le substrat. Alors, on s'est posé la question, évidemment, on s'est demandé quels sont les inducteurs. Est-ce que c'est le glucose? Est-ce que c'est l'insuline? Est-ce que ce sont les deux qui vont pouvoir aller moduler l'expression de ces gènes? Donc on a fait des hépatocytes en culture primaire, et là on s'est rendu compte de deux choses. On s'est rendu compte que l'insuline pouvait induire seule l'expression de la glucokinase, la première enzyme de la voie d'utilisation du glucose. Par contre, pour les enzymes de la lipogénèse, donc après on descend, glucose, glucose 6-phosphate, glucokinase, et puis ensuite glucose 6-phosphate, pyruvate, acétyl-CoA, enfin bref, et puis on arrive dans ces réactions catalysées par ces enzymes. Et bien vous voyez que pour ces deux enzymes de la lipogénèse, il faut à la fois du glucose élevé, 25 millimolaires, et de l'insuline. Si vous n'avez pas d'insuline, ça ne marche pas, mais l'insuline seule ne fait rien non plus. Donc il faut vraiment une conjonction des deux pour induire l'expression de ces gènes. Donc ce que l'on a fait au cours de ces années, c'est d'essayer de comprendre quels étaient les mécanismes par lesquels la transcription du gène de la glucokinase est induite par l'insuline et pourquoi les enzymes spécifiques de la lipogénèse requièrent de l'insuline et du glucose. Et donc quels sont les facteurs de transcription qui, en se fixant sur le promoteur des gènes, vont permettre de traduire les effets de l'insuline d'une part, les effets du glucose d'autre part. Et je vais vous parler essentiellement aujourd'hui des effets de l'insuline. Alors on s'est intéressé très vite avec Fabienne Fouffel qui est dans la salle, on s'est intéressé très vite à une famille de facteurs de transcription qu'on appelle les Sterol Regulatory Element Binding Protein et à l'isoforme 1C. Pourquoi? Il fait partie d'une famille de facteurs de transcription qui a été découverte par les prix Nobel, Braun et Goldstein, et les autres membres de la famille, STREB1A, STREB2, sont impliqués dans la régulation des gènes de synthèse d'un lipide, le cholestérol, et sont ubiquitaires. Mais lui, cet isoforme, on le retrouve principalement dans les tissus lipogéniques, le foie et le tissu adipeux. Chez les rongeurs, la lipogénèse peut se faire également dans le tissu adipeux, ce qui n'est pas dans le cas dans notre espèce. Et il faut savoir que ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que l'expression de ce facteur de transcription est elle-même contrôlée par l'environnement nutritionnel. On le voit bien ici, dans le foie d'un animal à jeun SREB1C, ce facteur de transcription n'est pas exprimé, alors qu'il s'exprime si on réalimente l'animal. Alors ce facteur de transcription, il est tout à fait particulier. Normalement, un facteur de transcription, la plupart du temps, on le trouve dans le noyau, puisque c'est là qu'il va aller agir sur le promoteur des gènes. Mais celui-ci, il est différent. On le retrouve dans le réticulum endoplasmique. En fait, il est ancré, grâce à un système un petit peu complexe, dans le réticulum endoplasmique. Et pour qu'il puisse aller faire son rôle de facteur de transcription, eh bien, il doit partir dans des vésicules qu'on appelle des COP2, arriver dans le Golgi, où là, il va subir un double clivage protéolytique. Il va un premier clivage, deux clivages protéolytiques qui vont libérer en fait la partie facteur de transcription, qui est ce qu'on appelle un basique domaine helix lipélix, peu importe, qui va aller ensuite se fixer sous forme de dimère sur le promoteur des gènes que SREB1C est chargé d'activer. Donc voilà une représentation un peu plus biochimique, si je puis dire, de ce facteur de transcription en dimère sur son élément de réponse dans le promoteur des gènes. Alors, on a donc essayé de comprendre si ce facteur était bien responsable des effets de l'insuline. On avait quelques pistes, donc on a essayé de comprendre si c'était bien le cas. Alors vous pouvez voir ici d'abord que... Ah, je crois que je dois appuyer ensemble sur tous les boutons. Donc on a d'abord pu montrer dans des hépatocytes en culture primaire que l'expression de SREB1C était bien induite par l'insuline. L'insuline induit l'expression du gène et donc induit la présence de la forme mature, de la forme précurseur de ce gène dans le réticulum endoplasmique. Et puis, on peut voir également... Ah, il passe tout seul, je ne fais plus rien. On peut voir également que l'insuline est capable
d'induire le clivage, puisqu'on va retrouver la forme nucléaire en présence d'insuline. On voit que la forme mature dans les membranes, et on voit dans le noyau la forme nucléaire, et bien on voit que l'insuline est capable d'induire le clivage pour qu'on retrouve le facteur de transcription actif dans le noyau. On voit bien ici, par exemple, que sur des temps très courts, un pulse d'insuline fait disparaître la forme précurseur de SREB, du réticulum, et fait apparaître la forme nucléaire dans le noyau. Donc l'insuline est capable à la fois d'activer la transcription de ce gène, mais également son clivage et donc son efficacité en tant que facteur de transcription dans le noyau. Alors la question était, ok, il est contrôlé par l'insuline, mais est-ce qu'il traduit bien les effets génique de l'insuline dans le foie? Donc on a essayé, pour comprendre ça, on a pris un gène modèle, qui est le gène de la glucokinase, dont on sait qu'il est activé spécifiquement par l'insuline. Et comment a-t-on fait? Eh bien, on a fait en fait des formes un peu spéciales de ce facteur de transcription qu'on a cloné dans des adénovirus, et on a fait deux formes. Une forme dominante positive, alors je vous appelle toucher à ça maintenant, une forme dominante positive qui est simplement le facteur de transcription. Et on a juste pris cette partie-là, on a pris l'ADN de cette partie, qu'on a cloné dans l'adénovirus, et donc quand l'adénovirus va infecter la cellule, et ce facteur de transcription va aller immédiatement dans le noyau, il n'y a pas de régulation au niveau du clivage. Donc c'est une forme dominante positive. Et puis on a fait aussi une forme dominante négative. Je vous ai dit que ce facteur agissait en dimère. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris le facteur de transcription, on l'a muté au niveau de son interaction avec l'ADN, et donc si on en exprime beaucoup de cette forme dominante négative, elle va se dimériser avec le SREB1C endogène, mais le dimère ne pourra pas se fixer. Donc on titre le facteur de transcription endogène, on l'empêche d'agir. On a donc un facteur très actif et un facteur qui va empêcher SREB1C d'agir. Et on a donc cloné dans des adénovirus et on a infecté des hépatocytes. Et on observe, donc là, en haut à droite, j'ose plus toucher, en haut à droite, on observe que l'insuline, en tant que telle, active l'expression du gène de la glucokinase. Regardez à gauche, si on met le dominant négatif, eh bien même en présence d'insuline, l'insuline n'a plus d'action. En d'autres termes, si on empêche SREB1C d'agir, eh bien l'insuline ne peut plus avoir son effet sur le gène. Inversement, si on met le dominant positif, eh bien on observe que ce dominant positif mime complètement les effets de l'insuline. Il peut induire les gènes, c'est un peu embêtant que ça passe tout seul, il peut induire les gènes sans avoir besoin d'être présent. Vous voyez à droite que le facteur de transcription, ce facteur de transcription SREB1C, si on l'empêche d'agir, eh bien, on n'induit pas non plus les gènes de la lipogénèse en présence d'insuline et de glucose. En d'autres termes, la part insuline sur l'expression de ces gènes est bien liée au fait que l'insuline active SREB1C. Et SREB1C peut complètement remplacer l'insuline pour la lipogénèse. Vous voyez par exemple, ici, vous avez du glucose, des hépatocytes en culture, des petites taches rouges et des petites taches de lipides, hein, c'est du rouge de l'Olredo, pardon, qui caractérise les glucées lipidiques. Si vous mettez du glucose seul, il y a un petit peu de gras, mais pas beaucoup. Si vous rajoutez de l'insuline, vous faites une stéatose dans la boîte de Petri, ou dans la boîte de culture. Mais si vous remplacez l'insuline par le dominant positif, eh bien vous avez la même chose. Donc vous avez en quelque sorte fait un hépatocyte gras, simplement en rajoutant ce facteur de transcription. Alors ça c'est vrai in vitro. Est-ce que c'est vrai in vivo? Est-ce que SREB1C peut remplacer finalement dans le foie l'insuline? Donc on a utilisé le modèle suivant. On a rendu diabétiques des souris grâce à une drogue qu'on appelle la streptozotocine, ce qui permet de détruire leurs cellules bêta. Et puis on a fait 4 groupes, un groupe témoin, un groupe diabétique traité à l'insuline, et puis un groupe diabétique traité avec un adénovirus contrôle, ou un groupe diabétique traité avec notre adénovirus qui contient le dominant positif SREB1C. Qu'est-ce qu'on observe? Alors voilà tout d'abord ce que l'on observe en termes d'expression des gènes chez un animal diabétique à gauche. Eh bien, il n'y a plus d'insuline, donc il n'y a plus de glucokinase, il n'y a plus de synthase des acides gras, il y a beaucoup de PEPCK, donc l'enzyme de la gluconéogène. C'est normal.
Si vous mettez de l'insuline en faisant une petite injection, eh bien on rétablit l'expression de la glucokinase, on rétablit l'expression de la synthèse des acides gras et on éteint l'expression de la PEPCK. Le foie a l'impression d'être nourri grâce à la présence d'insuline. Que se passe-t-il maintenant si on remplace l'insuline par le facteur de transcription? Eh bien, on se rend compte que d'abord, on a la ligne du haut, on a une bonne expression, l'adénovirus marche bien, on voit bien que Sreb1C est très induit. Eh bien, vous voyez qu'on mime parfaitement les effets de l'insuline, simplement en faisant exprimer ce facteur de transcription au niveau hépatique. Et ceci a des conséquences. On voit qu'on va augmenter le contenu hépatique en glycogène, tout simplement parce qu'en induisant la glucokinase, on fait du glucose 6-phosphate qui ira dans la voie de synthèse du glycogène. On augmente le contenu hépatique en triglycérides, on a induit la lipogénèse, et en fait, on diminue également les concentrations de glucose parce qu'on serait capable d'inhiber la PEPCK. Non seulement il induit les gènes d'utilisation du glucose, mais il inhibe les gènes de production du glucose, ce qui est logique. Donc on peut en conclure que les effets transcriptionnels de l'insuline dans le foie sont bien médiés par ce facteur de transcription Sreb1C. Alors on avait une situation paradoxale, parce que si vous prenez par exemple une souris OB, qui est génétiquement obèse, parce qu'elle mange tout simplement en permanence, parce qu'elle n'a plus de leptine, eh bien cette souris, elle est ce qu'on appelle insulino-résistante, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais l'insuline agit très très mal au niveau du foie. Or, cette souris, dans son foie, a une lipogénèse très active. Alors c'est un paradoxe, je viens de vous dire que la lipogénèse fallait de l'insuline. Et là, j'ai une insuline qui ne fonctionne pas. Comment se fait-il qu'on a une lipogénèse accrue? Vous voyez, la synthèse des acides gras est très induite, et on a beaucoup de ce facteur de transcription Sreb dans le foie. Donc l'idée, c'était de se dire, bien, il y a peut-être un autre signal que l'insuline qui pourrait faire le même travail que l'insuline pour aller cliver Sreb et activer la lipogénèse dans le foie. Et ce facteur, c'est ce qu'on appelle le stress du réticulum, et on a mis un certain temps à comprendre comment ça fonctionne. Donc je vous rappelle le réticulum endoplasmique, c'est un des organites très importants dans la cellule, puisqu'il va permettre de stocker du calcium. C'est là où se font les synthèses de lipides, intéressant, le cholestérol, phospholipides, triglycérides. C'est là aussi qu'on synthétise les protéines membranaires et les protéines sécrétées. C'est là où on fait la synthèse des VLDL, donc de ces lipoprotéines. Et c'est là où est localisé Sreb1C, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la forme précurseur de Sreb1C. Alors, il faut savoir que quand le réticulum est stressé, par exemple par l'accumulation de protéines mal repliées, une altération de l'état redox très important pour le repliement des protéines, évidemment. Lorsqu'on a une altération de l'homéostasie calcique, une accumulation de lipides dans le réticulum, eh bien, on va observer un stress du réticulum qui va induire une réponse qu'on appelle l'unfolded protein response, et cette réponse, elle est là pour essayer de rétablir l'homéostasie du réticulum, pour dégrader les protéines mal repliées, pour permettre la synthèse de foldase et de chaperone qui participent justement au repliement correct de ces protéines. On va arrêter la traduction générale pour diminuer la pression sur le réticulum. On va augmenter la synthèse membranaire pour augmenter les capacités du réticulum. Et ce faisant d'ailleurs, on va augmenter la synthèse, il faut augmenter la synthèse de lipides, puisque les membranes sont surtout des phospholipides. Et ceci va permettre la restauration de l'homéostasie du réticulum endoplasmique. Et nous avions pu montrer que le foie des animaux obèses, stéatosés, exprime les marqueurs de la réponse UPR, en particulier des chaperones, comme GRP78, ou un facteur de transcription spécifique qu'on appelle ATF4, de même qu'un autre qu'on appelle XBP1. Donc il est clair que le foie de ces animaux stéatosés est en situation de stress et qu'il a induit une réponse, la réponse UPR, pour essayer de rétablir l'homéostasie. Le problème finalement, c'est que cet animal, comme il mange tout le temps, il a tout le temps ce stress du réticulum. Ça devient quelque chose de permanent plutôt que d'être quelque chose qui est cyclique en fonction des conditions. On a pu montrer que si on induit un stress du réticulum en utilisant par exemple la tafsigargine qui va empêcher, qui va modifier le
métabolisme du calcium, ou la tunicamycine qui empêche la glycosylation des protéines et donc leur bon repliement, ou des facteurs comme le dithiotriol ou l'homocystéine qui modifient l'état redox. Eh bien, vous voyez que dans toutes ces conditions où on induit un stress du réticulum, on voit apparaître Srebin-C dans le noyau. Et dans ces conditions, on induit, ce sont les colonnes bleues, tout comme le fait l'insuline, on peut induire l'expression des gènes de la lipogénèse. Donc on a là deux inducteurs, l'insuline, mais également le stress du réticulum, et il est probable que la raison en est que Srebin-C, il est là pour faire des lipides. Or, quand le réticulum est stressé, il faut qu'il fasse de la membrane, et donc, évidemment, il faut qu'il fasse des lipides également. Alors, si un stress du réticulum est responsable de cette induction de Srebin-C, eh bien, si on diminue ce stress chez les animaux obèses, on devrait diminuer la lipogénèse et diminuer la stéatose hépatique. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a cloné une chaperonne qu'on appelle BIP dans un adénovirus qu'on a injecté à des animaux. Eh bien, on se rend compte... Essayer. On se rend compte ici que lorsqu'on injecte la protéine BIP, on a diminué le stress du réticulum et on a diminué l'expression et la présence de Srebin-C dans le noyau. En d'autres termes, notre hypothèse initiale se révèle exacte et ceci entraîne une diminution de l'expression des gènes de la lipogénèse et on diminue la stéatose hépatique de ces animaux obèses et leur concentration plasmatique de triglycérides. Alors, je vais dire un tout petit mot, après, j'espère vous avoir convaincu que le mode d'action de l'insuline, c'était SREBP1C, un tout petit mot des effets du glucose. Le glucose en tant que tel est capable d'aller induire l'expression de gènes spécifiques. Et en fait, il a été montré qu'il s'agit d'un facteur de transcription qui répond au glucose, qui a été cloné par un groupe américain, et qu'ils ont appelé SHRED pour Carbohydrate Response Element Binding Protein. Il se lie à des éléments spécifiques, on appelle des boîtes E, à des éléments spécifiques dans le promoteur des gènes de la lipogénèse. Et il a cette particularité, c'est qu'en présence d'une concentration moyenne de glucose, il va être dans le cytoplasme, mais en présence de concentration élevée de glucose, il va migrer dans le noyau pour jouer son rôle de facteur de transcription. Et nous avons pu montrer que ce n'est pas le glucose en tant que tel, mais c'est le glucose 6-phosphate, donc le premier métabolite du glucose, qui va aller se fixer sur SHRED et induire sa translocation par un phénomène un peu compliqué. Donc si je résume un petit peu maintenant tout ça, voilà, là vous êtes à jeun, là maintenant vous commencez à être vraiment loin du repas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre foie produit du glucose pour alimenter vos tissus, et en particulier grâce à la gluconéogénèse et grâce à cette enzyme qu'on appelle la PEPC. Et puis, vous mangez, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des frites tout le temps, mais... ceci va induire l'expression, va induire l'augmentation de la glycémie, de l'insulinémie qui vont toucher le foie. Et là, on va observer que l'insuline va activer le clivage de SREB. SREB va aller se mettre sur son propre gène, parce que par un mécanisme de feed-forward, il s'induit lui-même. Donc il va induire la forme précurseur, ce qui va renforcer la quantité de SREB1C, tout en permettant le clivage. Ensuite, SREB se fixe sur le promoteur de la PEPCK et l'inhibe. Donc vous ne fabriquez plus de glucose. C'est normal, du glucose arrive, vous n'en avez plus besoin. Ensuite, SREB1C va se mettre sur le gène de la glucokinase et va l'induire. Et ceci va vous permettre d'utiliser le glucose au niveau hépatique, de fabriquer du glucose 6-phosphate, et ce glucose 6-phosphate va aller dans la voie de synthèse du glycogène pour refaire vos réserves de glycogène. Une fois ces réserves de glycogène bien remplies, le glucose 6-phosphate ne va plus dans cette voie et il va s'accumuler. Et en s'accumulant, ceci va permettre d'aller, il va se fixer à SHREB. SHREB va transloquer dans le noyau et va aller activer, en collaboration avec SREB, les gènes de la lipogénèse, ce qui va entraîner la synthèse des acides gras et des triglycérides. Et ceux-ci vont pouvoir être exportés du foie sous la forme de VLDL. Si maintenant vous mangez en permanence, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez induire en fait un stress du réticulum,
Et ce stress du réticulum va faire la même chose. Mais là, il va le faire en continu. Alors que l'insuline, évidemment, ça ne se fait qu'au moment des repas. Mais si vous êtes obèse, si vous mangez beaucoup, eh bien, vous avez beaucoup de lipides dans le foie, vous allez avoir cette accumulation permanente, et ceci va conduire à l'accumulation de gras dans le foie et à la stéatose. Alors, je voudrais juste finir en vous parlant un petit peu de physiopathe de cette stéatose. Vous savez que la stéatose hépatique, elle fait partie de ces maladies qu'on appelle les NAFLD, pour Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Et on va passer d'un foie sain, ici, et puis vous vous mettez à accumuler du gras par les mécanismes qui ne sont pas seulement la lipogénèse, mais qui sont aussi le fait, si vous avez un peu de gras, ce tissu adipeux relâche des lipides qui vont être captés par le foie et qui vont aller s'accumuler sous forme de gouttelettes lipidiques. Ça, c'est ce qu'on appelle une simple stéatose. Ça peut se transformer en NASH, une stéatohépatite, avec une inflammation du foie, et on commence à avoir des signes de fibrose. Et puis, si vraiment ça continue, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à la cirrhose, où là, vous avez une fibrose très importante et évidemment une atteinte très importante des fonctions hépatiques. Et malheureusement, ça peut faire le lit du carcinome hépatocellulaire. Alors, le problème, c'est qu'on a, vous savez, une épidémie galopante d'obésité, y compris en France. On a un adulte sur 8 qui est obèse, un enfant sur 5 qui est obèse, je ne connais pas les chiffres en Belgique, mais ceci va avoir une répercussion importante. Ce tissu adipeux important, il relâche des acides gras qui sont captés par le foie et qui alimentent la stéatose. Et 80% des obèses ont une maladie métabolique du foie sous forme de NAFLD. 90% des diabétiques de type 2, dont la plupart sont en surpoids ou obèses, ont une NAFLD, et 66% des diabétiques obèses ont une fibrose avancée. Donc vous voyez que cette stéatose hépatique, elle n'a pas que du bon, si je puis dire, elle peut même avoir des conséquences qui sont très néfastes. Alors, ça occupe beaucoup, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais ça occupe beaucoup en France, où vous voyez qu'on en parle, la maladie du foie gras, les sodas, la NASH. Là, on a eu quelques émissions sur le fait de ne pas manger trop de sucre parce que c'était dramatique. Il faut dépister les patients à risque de foie gras. Quelle alimentation pour un foie en bonne santé, etc., etc. Donc ça devient vraiment un problème sensible, y compris dans l'opinion publique. Alors, quel est le rôle de la lipogénèse dont je vous ai parlé dans cette stéatose? Chez les rongeurs à qui on donne une alimentation dans nos animaleries essentiellement glucidique, eh bien la lipogénèse a un rôle majeur. Chez l'homme, à peu près un tiers des triglycérides stockés proviennent de la lipogénèse, le reste venant soit de l'alimentation en direct, soit du tissu adipeux qui fuit, puisqu'il est très, très, très important. Par contre, si vous consommez beaucoup de glucides, si vous êtes un adepte du coca ou de tous ces sodas riches en glucides, par exemple, eh bien, ça peut aller jusqu'à la moitié. Donc, on peut imaginer que la lipogénèse soit finalement peut-être une bonne cible thérapeutique dans le cas de stéatose. Voilà, je voudrais maintenant simplement remercier un certain nombre de collègues, un certain nombre de collaborateurs, et tout d'abord tous mes amis belges que j'ai fréquentés au cours de ces années et qui ont le même intérêt que moi pour l'endocrinologie métabolique et la physiologie métabolique. Je ne vais pas tous les citer, sauf peut-être Nathalie Delzen, qui a été très centrale dans mon amour de la Belgique et qui m'a fait découvrir la Belgique, qui d'ailleurs m'a fait parfois des mauvais coups en me faisant rentrer au FNRS et en ayant beaucoup de travail à ce propos, mais je la remercie encore pour m'avoir fait découvrir ce pays que j'aime beaucoup et tous ses collègues. Et puis évidemment, on peut dire que la recherche, ça ne se fait pas tout seul, hein. C'est un travail d'équipe, et là j'ai représenté tous ceux qui m'ont aidé également au cours de ma carrière, avec un petit mot spécial pour Jean Girard, qui est celui chez qui j'ai débuté et avec qui j'ai travaillé pendant 17 ans, et qui m'a fait découvrir la physiologie métabolique, et qui est un grand monsieur du domaine. Et puis je ne peux pas ne pas citer Fabienne Fouffel, qui m'a aidé depuis très longtemps, qui a été à l'origine de découvertes aussi bien dans le cadre de SREB que dans ce qu'on a fait après, et qui partage mon intérêt pour la science et mon intérêt tout court, puisque c'est ma femme. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Monsieur Ferré, pour ce super voyage métabolique. Il y a du temps pour une ou maximum deux questions. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question? Oui, je vous en prie. Merci, chers collègues, merci pour cet exposé. Donc, on a parfaitement compris tous ces mécanismes. Donc, vous avez beaucoup parlé des frites, hein, mais vous n'avez pas du tout parlé du vin rouge. Alors, traditionnellement, disons, dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, y compris de médecins, fibrose, cirrhose, c'est dû à l'alcool. Est-ce qu'on peut dissocier vraiment clairement les mécanismes d'induction de ces fibroses-cirrhoses suite à l'abus de glucides? Où est-ce que l'alcool intervient? Est-ce qu'on peut faire des différences? Je crois que c'est un problème important dans la compréhension des gens, parce que dans le public, une cirrhose hépatique, c'est lié à l'alcool. Ce sont des Français qui boivent du vin rouge. Je vous remercie. Vous avez tout à fait raison. C'est d'autant plus difficile que, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on a abaissé la quantité d'alcool pour dire que c'est une non-alcoolique. Hein. Quasiment, si vous buvez un verre de vin par jour, vous êtes déjà dans l'alcoolisme. Donc, bon. Vous avez raison, mais d'un autre côté, il est vrai qu'en particulier dans les cas d'obésité, on a vu exploser la stéatose hépatique. On avait une stéatose bien calibrée, la stéatose alcoolique, et puis là, on voit exploser le nombre de cas qui sont manifestement pas liés à l'alcool. Hein. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool, mais qui boivent par contre beaucoup de ces sodas dont je vous ai parlé. Alors, autant c'est vrai qu'il n'est pas facile de distinguer le rôle spécifique de chacun, autant on peut savoir dans un certain nombre de cas que, effectivement, l'alimentation hyperglucidique joue un rôle très important dans l'apparition de ces stéatoses hépatiques. Donc, dans l'esprit du public, il faut leur rappeler que peut-être c'est pas aussi bien que ça. Alors, on parle des glucides, mais il n'y a pas que les glucides. Hein. Vous savez, on dit souvent le sucre c'est mauvais, le diabète, etc. Mais si j'ai le temps un jour, je vous ferai un exposé sur le diabète. C'est pas une maladie du sucre, c'est une maladie du gras. Donc il y a les deux aspects qui sont importants. Il y a le sucre, mais c'est très rare qu'on ne mange que du sucre. En général, on mange du sucre et on mange du gras également quand on est un bon mangeur. Oui, une deuxième et dernière question, M. Marez. L'effet du glucose au niveau hépatique, tel que vous l'avez décrit, est-ce que vous savez, comme ça a été démontré récemment pour les cellules productrices d'insuline, peut-il être reproduit par les édulcorants artificiels à type de sucralose? Alors non. Non, parce que là, il y a vraiment un mécanisme moléculaire tout à fait spécifique, puisqu'il faut que le glucose 6-phosphate, sauf à reproduire cette molécule, mais c'est le glucose 6-phosphate qui, en venant se lier à Schreb, va induire sa translocation et son activation. Donc, les édulcorants ne peuvent pas avoir ce type de rôle. Voilà, merci beaucoup. À mon tour, et avant de... Je vais vous remettre votre petit paquet gâteau, parce que vous avez été élu membre en 2015, en octobre 2015, et donc je ne vais pas de nouveau détailler tout ce qu'il y a là-dedans, mais il y a votre collègue David Akani, votre diplôme, la cravate que vous pourrez porter dans les clubs et l'histoire du palais. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci encore.